Ouais, prêt. Ok, clap à 1 minute 10. Parfait. Donc les gars, on garde ça à 1h12 maximum par épisode, c'est bon? Oh, excuse-moi. Parfait. De près, là, il va y avoir le jingle qui va jouer. Il l'a bien. Bonjour tout le monde et bienvenue à Balado Ludique, un podcast entièrement dédié aux jeux, plus particulièrement aux jeux de table et aux jeux de société. Aujourd'hui, et oui, aujourd'hui, c'est un épisode très spécial. Saison 8, épisode 3. Je suis Simon et comme à l'habitude, je suis en compagnie de JF. Oh yes, derrière la caméra, aujourd'hui nous sommes dans la caverne! Oh, dans la caverne d'Ali Baba, bien entendu, on vous l'avait promis, c'est finalement sa grande entrée, même s'il était là depuis le début. Oui, c'est ça. J'étais là depuis le début. La légende PPPPP7 Zendor, historien des jeux. Salut! Salut Pierre, comment ça va? Oh, Pierre, ben oui, on sait, il a rejoint le groupe de Balado Ludique la dernière saison. Ouais. C'est son entrée officielle et on est chez lui. C'est Ben oui, magnifique. c'est la meilleure façon de commencer avec lui, c'est d'aller fouiller dans sa caverne de jeux. Ben oui. Envahir dans ma discrétion comme ça, c'est un peu honteux pour vous, les gars. C'est clair, on n'y a même pas dit qu'on allait filmer. Une chance que c'était mis beau et tout. Tout était planifié et préparé. Donc aujourd'hui, épisode un peu différent d'habitude. On va explorer la caverne. Oh oui! C'est ça le projet. Hein? Donc, Ouais, beaucoup de jeux à parler, beaucoup d'histoires à ressortir et comme on disait, beaucoup de jeux qui sont sortis. Si vous avez découvert le jeu de société les 10 dernières années, il y a probablement beaucoup de jeux que vous n'avez jamais entendu parler. C'est ça qu'on va faire aujourd'hui. On va aller découvrir ces petits bijoux de sa collection. Oh yes, mais bon, tout le monde connaît PPP7, la légende, bien entendu. Bah, Ici, je un sais peu. pas, parce que vraiment tout le monde connaît PPP7. Ben, sérieusement, je peux pas croire qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent en ce moment qui ne connaissent pas PPP7, bien entendu, la légende. Nous sommes dans l'antre du dragon ici. Et. Oui, on se recadre, hein, bien entendu. Ouais, On ça fait serait pas pire. vidéo. Si vous écoutez ça dans vos oreilles, podcast, sachez qu'il existe une version vidéo de qu'est-ce qui se passe en ce moment. C'est plus que surréaliste, mes amis. C'est une première, peut-être, hein? Une première, effectivement. Je suis pas prêt pour ça et je veux pas être Trop nerveux. trop nerveux, sauf que, sérieusement, moi non plus, je pensais pas qu'on allait filmer. Ah bon, Je ok. pensais pas, et j'ai pas coupé mes cheveux, et ça ça me déconcerte complètement. Je n'étais pas prêt pour ça. Tu fais prendre au piège, ça. Oui, pris à son propre piège. Et tu sais, j'ai une feuille de notes, j'ai tout l'air préparé, il n'y a rien dessus. Donc, Yes! On commence par quoi, Simon? ben, c'est ça, là. On c'est est quoi le là. plan, là? Le plan, c'est que, premièrement, Pierre, on est arrivé, puis JF, dès qu'on est arrivé, il a pointé Full Metal Planet. Il a pointé ça, Ouais. quand même, un jeu assez légendaire, issu du jeu français. Et là, on va y revenir, inquiétez-vous pas, on va y revenir, je veux pas trop spoiler maintenant. Il pointe ça, et là, Pierre dit... Que c'était ma dernière acquisition. What? Tu viens... Quand t'as acheté ça? J'ai acheté ça hier. Hier? C'est-à-dire Hier! le jour précédent, celui dans lequel on enregistre présentement. Fait que là, t'es venu à Oh Montréal, là là. t'as dit, ok, je m'en vais acheter Full Metal Planet. Ouais, c'est un peu ça. Je me suis dit, au cas où ils viennent m'envahir comme il faut, avec une caméra, tu sais. Ça te prend des choses à montrer. Prends Hein. des choses à montrer. Ah, il était prêt dans ce cas-là, c'est pas pire. Il Ben, était quand même prêt. Effectivement, il était prêt. Nous, on était moins prêts. On n'a pas de table pour montrer les jeux. On va arranger ça tantôt. On va y penser. Fait que là, t'as acheté ça hier, très cool. Avec l'extension, en fait, en plus. avec l'extension qui est quand même, on va se dire, encore plus difficile à trouver que le jeu lui-même. Plateau modulaire, 19 éléments de 37 hexagones. Oui, parce que les connaisseurs de Full Metal Planet, pour ceux qui sont chanceux d'avoir joué à ce jeu-là, vont vous dire que sa limite, c'est que son plateau est fixe. Et c'est un jeu Full Metal Planet. Pour ceux qui ne connaissent pas Full Metal Planet, pourquoi il est si mythique que ça et pourquoi il est
Pourquoi JF l'a remarqué tout de suite? C'est qu'il y a des vraies roches dedans! Il y a des vraies Il y a roches! des vraies roches, quoique j'ai plusieurs jeux avec des vraies roches ici. C'est un jeu avec des vrais Oh! roches. C'est une Mais catégorie il y a de quand jeux qu'on va même un jeu à explorer. côté de Full Metal Planet dans la collection qui a des vraies roches aussi dedans, qui s'appelle Neolithibum. Où on joue des hommes des cavernes qui vont faire une sculpture à partir de vraies roches. Il y a des gros cailloux dans le Ça m'impressionne. Les pièces ont tellement évolué. D'ailleurs, et comme on est des hommes des cavernes dans ce jeu-là, le joueur, la règle dit que c'est le joueur qui est le plus sale qui commence à jouer. Oh, ça c'est bon. C'est bon, hein, ça. Ouais, moi je me lave pas souvent, fait que Ouais, c'est gros. Là. on sent que t'es touché par ça. Ouais, exact. Non, Full Metal Planet. Des cheveux longs. Il y a des vrais cailloux dans Full Metal Planet, effectivement, mais il y a plus que ça. C'est un matériel de luxe, ce jeu-là. C'est une boîte qui pèse. Et on est très, très friand des Kickstarter aujourd'hui avec toutes ces pièces luxueuses et ces figurines à pu finir. Full Metal Planet a été un des premiers jeux de société qui n'était pas dans les jeux de rôle, comme Donjons et Dragons, ou comme les jeux de guerre, comme Warhammer. Ça a été le premier jeu, un des premiers en fait, à utiliser vraiment des vraies figurines de métal, de plomb dedans. Et c'est un jeu futuriste. Et s'il est si mythique en plus, c'est que ce jeu-là a été fait en 88. 89 peut-être. Et ce qui fait que ce jeu-là est si génial, c'est qu'il a inventé le principe du jeu vidéo Real-Time Strategy. Les RTS, là. Les RTS, comme StarCraft, What? comme Warcraft, mais avant que ça existe en jeu vidéo. Oh, ça c'est la première fois que j'entends cette histoire sur Full Metal Planet en fait. Moi aussi. Je sais que c'était mythique, là, mais pas à ce point-là. Parce que c'est un jeu qui se joue en temps réel. Quoi? Je savais Non. même pas ça. Ah, certainement. Quoi? Chacun des joueurs. What? dans ce jeu, chacun de ces joueurs. Je voulais pas tout dire. Aide-moi! Dans C'est ce jeu-là- lourd. dans ce C'est jeu-là, lourd, on chacun a des même pas de joueurs, table. On n'a pas de table. Oups. Ok, ouais. Chacun de ces joueurs, en fait, qui va jouer à Full Metal Planet, va avoir un temps limite pour faire son tour. Et ça va être très difficile parce que le joueur, dans ce jeu-là, n'a absolument aucun hasard à gérer. Il n'y a rien. Que des hasardeux. choix. Il n'y a rien d'hasardeux dans Full Metal Planet. Tout est stratégique. Tout est pur. Et il faut absolument tout prévoir ses coups à l'avance pour être capable de les manœuvrer pendant la durée du temps de votre tour. Si votre tour se termine et que vous n'avez pas fini de manœuvrer, ça finit là. C'est combien de temps un tour? C'est genre 30 secondes Ça ou... peut durer effectivement, ça va progressivement, je vous dirais, parce que le jeu est progressif au fur et à mesure Ok. qu'on avance. On fait de plus en plus de pièces. C'est vraiment comme un RTS, comme StarCraft. Vous allez faire des bases qui vont faire des unités, qui vont aller chercher des ressources et qui vont les ramener. Et chaque pièce se donne du temps ou? Non, je pense que si ma mémoire est bonne, c'est que au fur et à mesure que le jeu avance, on incrémente des minutes de plus dans le temps. Ou peut-être que c'est un temps fixe, mais ça fait quand même longtemps que j'ai joué. Mais il reste quand même. Il l'a acheté hier. Il y a quand C'est même- ça, il l'a acheté hier. mais j'avais joué avant. Mais c'est ça. Mais comme j'ai dit, l'extension est rare aussi parce que le plateau du jeu pour aller explorer les ressources, c'est toujours le même. Alors, à un moment donné, les habitudes du jeu vont vouloir avoir un peu plus de challenge. Alors, l'extension est là pour faire un plateau modulaire. Et ça, ben, c'est très, très précieux pour les amateurs du jeu. C'est rare! Super rare. Mais ça c'est vraiment cool. Et vous pensez qu'on n'était pas préparé, tout ça, qu'on n'avait pas préparé rien. Mais aujourd'hui, l'épisode dans la caverne d'Alibaba va traiter des jeux un peu plus funky. Les jeux, on va dire des jeux en temps réel, des jeux où des joueurs se déplacent debout dans une pièce, des jeux de dextérité, des jeux un peu plus différents. Donc ça, on sait que c'est une immense partie de ta collection. Tu qualifies ça dans quel... On sent que c'est des jeux, c'est presque des jeux pour enfants des fois, mais ça ne l'est pas. On va penser, mettons, à Two Room and a Boom, là, que tout le monde connaît un peu pour exposer un peu cette Est-ce particularité. que vraiment tout le monde connaît Two Room and a Boom? Bah, allez checker sur BGG. Two Room and a Boom. Maintenant, tout le monde connaît. Ouais, c'est ça, tout le monde le connaît maintenant. Tout le monde qui écoute cette vidéo, Ouais. possiblement le connaît, si on fait pause. Là. Ben, peut-être que le monde connaisse Cash and Guns. Ah, Cash and Guns, ouais, Cash and Guns Live, tu Cash parlais and de ça en fait. Ouais, il y a Cash and Guns Live, effectivement, qui est un jeu que je vais aller chercher. Mais... Allons-y, ça va me permettre De de reprendre. me rapprocher de mon micro, ça va être mieux Cash and comme Guns ça. Live, qui est une petite version de Cash and Guns que vous connaissez peut-être, sûrement, mais qui n'a pas les mêmes dessins.
Et Non. c'est pas pour rien d'ailleurs que je Mais parle ça, de c'est Cash and Gun. les dessins de la première. C'est les dessins de la première version, Cash and Gun. dessinés par Gérard Mathieu. Gérard Mathieu, c'est le type qui a fondé la compagnie Ludodélire, qui a créé Full Metal Planet. Et Gérard Mathieu est en arrière aussi de Full Metal Planet. Mais il s'est recyclé beaucoup plus dans l'illustration de jeux par après, plus tard. Et évidemment, lorsque Cash and Guns a été créé pour la première fois, ça fait déjà même 15 ans, Repos Prod, la compagnie qui a fait Cash and Guns, a eu franchement l'idée géniale d'aller chercher un vieux routier des jeux de société français, c'est-à-dire Gérard Mathieu, pour illustrer son jeu. Cash and Guns Live, il n'est plus réédité à ce jour parce qu'il faut se le dire, c'est quand même un jeu qui a beaucoup de règles pour ce que c'est, mais une fois que les règles sont toutes maîtrisées, ça va très bien. Il y a un maître de jeu dans ce jeu-là parce que sinon ça ne fonctionnerait pas. Et c'est un Cash and Guns qui se fait live. Quand on dit live, ça veut dire que les joueurs sont tous en train de jouer en même temps. Et ça veut dire que ça implique non pas une table, mais une salle. Un espace, ouais. Assez grand d'ailleurs. Hein? Assez grand parce que les joueurs doivent circuler et marcher et attendre que le maître de jeu leur signale d'arrêter et de viser quelqu'un. Et là, il y a toute une panoplie d'armes que ces joueurs-là peuvent avoir, dépendamment d'une carte qu'ils ont piochée au début du round. Ça peut être une grenade, ça peut être un gros shotgun, ça peut être 2 pistolets. Évidemment qu'on va représenter avec nos mains là, oui, quand on va devoir exactement, tirer. parce que c'est vraiment tout un jeu de dextérité aussi, parce que vous devez pointer avec un fusil, mais si vous avez un couteau, vous devez essayer de toucher la personne, parce que quand vous avez... Au moment où ça se termine, c'est ça? Quand le maître de jeu signale Oh. les joueurs d'arrêter, les joueurs doivent arrêter de marcher, et au moment que les joueurs arrêtent de marcher, s'ils avaient pioché un couteau, ils doivent surveiller où ils sont par rapport aux autres joueurs, parce que s'il y a des joueurs qui sont assez proches d'eux, ils vont pouvoir faire un pas pour essayer de toucher l'autre avec un couteau. La grenade, elle, va faire une espèce de diamètre, c'est-à-dire que les joueurs vont mettre leurs bras comme ça, comme un épouvantail, et là, ils vont essayer de toucher le plus toucher de monde. plus de monde avec l'explosion qu'ils ont faite. C'est violent! Oh, wow! Et là, ça va faire des morts qui vont être suspendus pendant un round et qui vont revenir le round ensuite. Et finalement, ça va faire des points pour l'autre équipe. Et là, Ouais, c'est un jeu d'équipe, non? c'est un jeu d'équipe, effectivement. C'est ça, hein? C'est une équipe contre l'autre. Ok. Donc, c'est ça. Ouais, c'est un jeu assez particulier qui est dur à faire jouer puis à sortir parce que justement, ça prend Oui. l'espace, le monde. Mais quand c'est bien rendu, c'est vraiment C'est très, cool. très bien. C'est cool, ouais, absolument. Bon, sérieusement, ces gens-là sont inarrêtables. Juste pour vous dire, Cash and Guns Live, c'était le dernier jeu de la liste qu'on devait parler parce qu'il faisait la transition avec les jeux français du prochain épisode. On va y revenir. Oui, on va y revenir. c'est ça. Évidemment. On va y revenir. Ben oui, Il y a d'autres choses à dire. dire. Il y a plein d'autres choses à dire. Donc, on parlait de jeux un peu plus, justement, explosés dans l'environnement. On pense naturellement à Diplomatie. Diplomatie, on en a tellement parlé déjà souvent de diplomatie. Ouais. Mais j'aimerais ça t'entendre, toi, un peu sur Diplomatie. J'ai pas l'impression qu'on a souvenir que Pierre nous a beaucoup parlé de Diplomatie. Je serais curieux que tu nous en parles un peu, tes expériences avec le jeu. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de ce jeu-là? Si t'as des petites bits anecdotiques aussi. Ouais. C'est le fun. Maintenant, c'est son nouveau truc. Il dit toujours ça. Depuis qu'il a joint Balado, il dit qu'il commence à développer ses catchphrases. Puis là, c'est comme, ok, c'est bon, c'est le fun. Il dit tout le temps. Diplomatie, oui, c'est sûr que Diplomatie, c'est un classique. J'ai mes anecdotes de Diplomatie, comme beaucoup de joueurs, parce que c'est en fond un jeu qui est fait pour ça. Ce qui fait le plaisir de Diplomatie, c'est pas vraiment le jeu lui-même, c'est les situations mémorables que ça produit autour d'une table. Perdre ses amitiés. Perdre ses amitiés, Diplomatie, c'est un jeu vraiment... Trahir sa famille. Voilà, ça vous met à l'épreuve tellement à vif. Le souvenir le plus impérissable du jeu de Diplomatie, c'est qu'on peut gagner en alliance dans ce jeu-là. Parce qu'on peut faire des alliances avec les autres joueurs, puis à un moment donné... C'est d'ailleurs une des choses vraiment uniques de ce jeu-là qui fait, selon moi, une différence avec plein d'autres jeux du genre qui te permettent pas vraiment de gagner en alliance. Il y en a qui vont te le permettre un peu, mais en forçant quelqu'un ou avec une autre personne, mais pas une alliance aussi ouverte que peut l'être Diplomatie. Là. Exactement. Exactement. Et c'est tellement pur comme jeu, c'est tellement bref comme Explication de règles. règles. C'est simplement de parlementer, de dire
donne-moi ton territoire, je te donne mon territoire, puis ainsi de suite. Et puis après ça, on passe aux actes, on écrit ça sur papier à l'avance, on les révèle. Et c'est là qu'on regarde si ce que le joueur avait dit à l'autre, il l'a écrit sur la feuille de papier. Ouais, c'est pour ça que aussi c'est des grandes trahisons, parce que c'est pas comme, mettons, à ton tour, mettons, on va prendre le risque, là, c'est l'exemple facile, là, mais à mon tour, je décide de t'attaquer. Ouais. Toi, après, tu décides de m'attaquer. Ok, il n'y a pas comme de grosses surprises. Dans Diplomatie, c'est que tout le monde met ses moves en même temps sur une feuille, et là, à go, on les révèle. Tu peux plus changer de move, là. Si tu as décidé que tu allais attaquer telle personne, tu l'attaques. Est-ce qu'il a bougé? Est-ce qu'il a resté? Est-ce que lui a respecté qu'est-ce qu'il avait dit? Et c'est ça, la folie et la beauté de Diplomatie, en fait. Hein? Oui, exactement. Et c'est quand même très, très cocasse que c'est pas grave comme situation, parce que comme j'ai dit, à cause de ça, on peut faire des alliances littéralement. C'est-à-dire qu'on peut littéralement se dire qu'on va s'allier, puis avec ça, ça va faire en sorte qu'on a plusieurs territoires à 2, à 3, à 4. Et si on a un certain nombre de territoires d'acquis dans la diplomatie, c'est là que ça arrête, et c'est l'alliance ou le joueur qui les a qui gagne. Mm-hmm. J'avais joué une partie de diplomatie où on était 7. La paix mondiale? La paix mondiale. La paix mondiale, c'est le débat à chaque partie de Diplomatie. Est-ce qu'on va la faire? Est-ce qu'on va pas la faire? La paix mondiale? C'est quoi ça, la paix mondiale? C'est quand tous les joueurs décident de s'allier ensemble. Au premier tour? Au premier tour. Mais c'est comme ridicule parce que c'est comme de dire on arrête de jouer. Mais ça, c'est ça qui est fou. Est-ce que c'est ridicule? Parce que, dans le fond, tu as la chance de gagner le jeu. Oui. Mais pour le gagner, dans le fond, tu le joueras pas vraiment. Parce qu'au premier tour, tout le monde va gagner. T'sais. Mais c'est fou qu'un élément méta du jeu arrive à l'intérieur. Parce que c'est comme, tu veux pas gagner parce que tu veux jouer. Oui. Et c'est tellement... c'est méta, en fait. C'est vraiment méta. C'est comme, ben là, tu veux gagner ou tu veux jouer? C'est comme, c'est ça. C'est les deux! Les deux! C'est ça qui est fou de la paix mondiale. C'est un concept vraiment unique. Là. Oui, tout à fait. Mais j'avais joué à un jeu, une partie où on n'avait pas exactement fait ça. Mais tous les joueurs, par contre, s'étaient réunis dans une pièce, sauf un. Oh. Oui, ça c'est pas pire. Ça, c'est pas pire. Et là, on était tous dans la même pièce, interpellés par le même joueur. Puis là, on se regardait tous, avec des points d'interrogation en face. On attendait de voir ce que le joueur voulait nous avoir. Surtout du fait qu'il y en avait un qui restait encore dans la pièce. Puis là, on lui demande, OK, c'est quoi ton plan? Et puis le joueur dit, rien, je voulais juste faire paniquer le joueur qui restait à la table. Ah! Oh, ça c'est une bonne. Oh, ça, c'est une wow! bonne. Ça c'est une belle. Ça me donne le goût de l'essayer à ma prochaine game. Ça c'est bien trouvé. Bravo. Félicitations, je suis impressionné. Il devait paranoïer après? Oui, et c'est sûr que oui. Après, tu peux plus jamais faire confiance. C'est que ce jeu-là, tu peux te faire trahir n'importe quand, mais tu peux être allié à quelqu'un au premier tour, vous allez rester ensemble toute la game. Puis, tu sais, mais tu vas toujours avoir peur, sauf que. Toujours un risque. Toujours un risque. Mais tu sais, une vraie alliance là, que tu as du début à la fin, là, ça te met dans une bonne position. En fait, ça force d'autres joueurs à faire une alliance, pratiquement. Aussi solide que la tienne. Ouais. Après ça, c'est rare une game de Diplo où il n'y a pas une trahison. T'sais. Hmm. Ça veut pas dire que c'est ton allié de toujours que tu vas trahir, mais peut-être c'est une alliance à 3. Puis il y en a 2 qui sont plus amis que d'autres. Ça, c'est des choses qui peuvent arriver. Mais bon, on a parlé de Diplo, je pense que c'est cool. On a déjà Je pense pas qu'on est ici pour parler de jeux de on n'est Diplo, pas hein? ici pour parler de Diplo, pantoute. D'ailleurs, un des premiers jeux sur lesquels j'aimerais attirer votre attention, c'est le jeu Ascalion. Qui est aussi un sujet qu'on va avoir la chance de revenir plus tard. Ascalion. Ah, ici. Ouais, Ascalion, c'est, malgré la sonorité française du jeu, c'est un jeu allemand. D'ailleurs, on le voit sur la boîte dans le coin ici. Ils disent In Spiel Handel Entwicklung und Diplomatie. Un hommage à Diplomatie. Donc en Wow, français, t'es ça bon. serait un jeu de marchandage, de développement et de diplomatie. Et. Ben oui, c'est ça. Et Ascalion, donc, c'est. Oui, effectivement, c'est Simon l'a pointé parce que vous avez vu que le mot diplomatie sur le plateau. Et c'est un jeu qui se veut un hommage à diplomatie. Ok. C'est un jeu qui a connu une autre version également. 2 autres versions, on va dire. Ça, c'est la version deuxième. Il y a une version qui était sortie avant celle-là, qui s'appelle Borderlands. Et il y a une version après celle-là, qui a été quand même assez boudée lorsqu'elle est sortie. Elle a été... Même par toi, non? Même par moi, je dirais oui. Mais moi, j'ai été plus indulgent.
Mais il l'a pas acheté. Mais il y a des Oui, il l'a en oui, plus, je il est l'ai. là-bas. Oh, quoi? Ouais, Il l'a était quand même. déjà pas pire. C'est Ah Gear. oui, ok, ben Donc, oui, ça me... Alors ça, il y a plusieurs joueurs qui ont boudé cette version-là. Tom Vaso en est un, par exemple. Et plusieurs autres joueurs aussi. Surtout ceux qui ont... Eh, wow, on s'attaque pas à Tom Vassal ici, Ah là, non. à balado ludique, là. On essaie de faire attention quand même, là. Les choses qui gens changent pas. importants. Les boss de la mafia, on parle pas contre eux. C'est vrai qu'il a fait un jeu de mafia en plus. Pourquoi on a boudé ce jeu-là? Ben, c'est parce que dans le fond, il était pas tout à fait fidèle. Mais il était beaucoup, mais il était pas tout à fait fidèle aux deux autres versions. L'une des choses qui n'était pas au rendez-vous, c'est l'extension. Parce qu'ils n'ont jamais sorti d'extension, vu que les ventes désastreuses qu'ils ont eues de ce jeu-là ensuite. Désastreux, je ne sais pas si c'est désastreux que ça, parce que c'est Fantasy Flight, compagnie bien établie, mais il reste quand même que c'est pas un vendeur aussi gros que, par exemple, Twilight Imperium. Bien dit. Ouais, c'est dur à battre. Et Gear World... Le truc le plus bien. Gear World, d'ailleurs, fait un clin d'œil à sa première version. C'est Gear World de Borderlands. Donc, The Borderlands, c'était le titre original du jeu qui se déroulait dans un futur post-apocalyptique à la Mad Max un peu. Ça se veut un hommage à Diplomatie parce que, dans le fond, les auteurs de ce jeu-là, qui ne sont pas n'importe qui, ce sont les auteurs qui étaient... C'est que ça a l'air hot! Ça a l'air tellement fou! Combien de joueurs, Ascalion? jusqu'à 6. Et combien de temps? Jusqu'à 2 heures, à peu près. Ok, fait que c'est pas si long. Non, c'est ça. C'est que les auteurs Bill Eberl, Peter Lotka et Jack Kittredge, que j'ai déjà parlé d'ailleurs dans une émission antérieure, Balado Ludique, on m'a demandé c'était qui mon auteur préféré. Future Pastime. Future Pastime, un groupe d'auteurs qui s'appelle Future Pastime, qui ont existé, qui travaillaient ensemble il y a déjà 40 ans. Il y a 40 ans qu'ils ont fait leurs principales œuvres, dont Borderlands, qu'ils avaient fait en 82. Et qui ont voulu faire pour faire un hommage à Diplomatie, c'est-à-dire une diplomatie qui durait moins longtemps. Mais est-ce que les gens se déplacent puis ils écrivent des notes sur un petit papier? Ils ne font pas de notes sur un petit papier, mais ils vont quand même pouvoir, s'ils le veulent, se retirer de la table et faire des discussions s'ils le veulent aussi. Mais ce qui est surtout intéressant de Diplomatie, de Gear World, de Borderlands ou de Ascalion, c'est le fait qu'il n'y a aucun hasard, presque. Il y a une once de hasard, mais c'est très très minime. Mais c'est qu'il y a des mécaniques dans ce jeu-là, on parle de 82 là. Il y a des mécaniques dans ce jeu-là qui sont les mêmes que Catan et Game of Thrones. La façon qu'on gagne des ressources dans... La foule est en délire. Il y a des... J'étais concentré. Un silence. On va mettre un petit bout de silence à ce moment-là, je pense. Oups. En fait, quand vous gagnez des ressources dans ce jeu-là, vous les gagnez exactement comme quand on les gagne dans Catan, sans les dés. Ok. Et quand on fait des combats dans ce jeu-là, on les fait comme dans Game of Thrones, si vous avez joué au jeu de Game of Thrones. Donc, il n'y a aucun hasard. Et il y a des alliances qui peuvent se faire avec des joueurs, parce qu'il peut y avoir des territoires qui appartiennent à d'autres joueurs, qui peuvent venir se joindre à vous pour attaquer le territoire que vous attaquez d'un joueur. Et là, dis-moi qu'on peut gagner en équipe. Je pense que oui. Je Mais... suis pas convaincu. Je suis pas convaincu. Je vais revoir avec la règle, parce que je me souviens pas si on changé la règle ici et par rapport à Ascalion. Ascalion aussi, ce qui arrive, c'est que la version a inclus les extensions qu'ils avaient faites pour Borderlands à l'origine. Et Borderlands, avec ses extensions, c'est là qu'on peut aller jusqu'à 6, et c'est là aussi qu'il y a d'autres choses qu'on peut faire. Parce qu'il y a des choses qu'on peut construire, qu'on ne peut pas construire dans Gear World, qui font tout le piment de ce jeu-là ensuite. Et ces trois gars-là, Kittredge, Lotka et Eberl, c'est pas pour rien qu'ils se sont surnommés Future Pastimes, parce que je viens de vous le dire, là, les mécaniques qu'il y a dans ce jeu-là, ils sont apparus dans des jeux qui sont apparus 15 ans plus tard, 20 ans plus tard. Il venait du futur? Ils venaient du futur. C'est des gars qui ont carrément fait des jeux qui annonçaient les jeux 20 ans plus tard dans les tendances. C'est pour ça qu'il s'appelait Future Pastime? Littéralement, là, ils faisaient des jeux complètement Ils fly. sont fous quand même, là. En 80, on parle des jeux faits en 80, même en 77. C'est eux autres qui ont fait Cosmic Encounter. Cosmic Encounter, c'est le jeu qui a inspiré Magic the Gathering. C'est eux autres qui ont fait... Shit. C'est eux autres qui ont fait
Moi, je veux pas créer de problèmes ou tout ça, mais tu sais, ça, c'est. Tu sais, tantôt, on parlait des jeux français, mais là, tu sais, Future Pathfinder, c'est comme le dernier sujet pour l'épisode 3. Ah, ok. Fait que, tu sais, je veux pas qu'on s'emporte, là, t'as l'air sur une bonne lancée, on pourrait faire un montage, partir de là, mais tu sais, vous savez, on essaie de faire le moins de montage possible. Ça va être dur. Ça va être dur, parce que là, en tout cas, il faut qu'on se concentre. Fait que là, vous en ici, on a espace privé, puis vous même poser des règles en plus. Ouais. Ça va être difficile, je pense. Non. En fait, ça, c'est le plan que Pierre nous a fourni. Fait que, Non, c'est toi qui l'as fait, ça. Ben, c'est ça. Fait que je veux pas aller trop loin, mais tu sais, on peut rester peut-être dans ces trucs-là, justement, de. Là, c'est ça, moi, je pensais que c'était diplomatie, là, ça n'a pas rapport, là, les gens sont assis autour d'une table, puis ils construisent des Non, trucs sur un board. ils peuvent s'éloigner. Ok. Mais tu vas avoir un jour où est-ce que les gens s'éloignent de la table, c'est ça? Ben, tu sais, je veux dire, on était dans les jeux où les gens sont debout, les gens explorent le territoire, on pensait à Toom and a Boom, mais Ouais. un jeu dont tu nous as parlé quand même quelques fois, puis qui m'intéresse dans cette lignée là, de jeux atypiques où, tu sais, on dit des tabletop games, des jeux de table, ben, il n'y a pas de table dans ces jeux-là. Tu sais. This House is Haunted. Oui. Ça, c'est un jeu que tu nous avais mentionné plus tôt. On y va. Je suis pas sûr, je pense qu'il va revenir. This House is Haunted, Un phénomène, tu disais. c'est un phénomène. C'est littéralement... Comme Belrati ou... C'est... non, c'est... Bellerati, c'est Paul à côté de ça. Oh! This House is Haunted est un phénomène pour la simple raison que c'est un jeu qui va pas vraiment se jouer souvent. C'est-à-dire que vous allez jouer à ce jeu-là peut-être 2, 3... Après 4 fois, là, vous allez probablement commencer à avoir fait le tour. Par contre, chaque partie de ce jeu-là que vous allez avoir fait va rester dans votre mémoire jusqu'à la fin de votre vie. Ouh, fait que là, on parlait de jeux qui restent dans la mémoire. Diplomatie est un générateur de souvenirs, de situations. Oui. This House is Haunted. Ah oui. S'il faut faire des liens, le lien est là. Oui, non, mais il y en avait des liens, là. Ouais. C'est juste, c'est un plan complexe. Ça demande que tout le monde tienne sa ligne, tu sais, puis on y va. Ben, c'est ça. Donc, This House is Haunted, pourquoi c'est si mémorable quand vous jouez à ça? C'est littéralement une simulation de maison hantée. Le titre le dit. Là. Et ce qui va se passer, c'est que vous allez jouer coopérativement dans ce jeu-là. Vous allez essayer d'exorciser une maison. La maison, c'est l'endroit où vous êtes. Alors, assurez-vous, quand vous allez jouer à ce jeu-là, d'avoir une maison où vous êtes en train de jouer, qui va avoir plusieurs pièces. Ok. Ça, c'est un des prérequis. Prérequis, Ouais. parce que chaque pièce de la maison devient un espace de jeu. Ouh. Ok. Et J'imagine que ça vient avec un petit paquet de cartes ou. effectivement, il va y avoir des paquets de cartes qu'on va placer dans chacune des pièces, parce que quand on va aller dans la pièce, il va falloir prendre la carte du paquet et voir ce qui se passe. T'as fait peur déjà? En fait, j'ai peur, mais je suis vraiment excité. Je vais dire. Tu sais, comme je suis comme, ok, on trouve 3 personnes et on va faire une game. Ouais. En tout cas, je te laisse continuer, mais ça, c'est le genre de jeu, quand j'entends des concepts comme ça, en fait, ça me fait vraiment capoter. Là. C'est que ce qui va se passer, c'est que des fois, vous allez pouvoir prendre une carte dans une pièce et vous allez peut-être être emprisonné dans la pièce. Et pendant ce temps-là, les autres joueurs, eux, vont attendre votre tour dans la pièce principale. Et si vous ne revenez pas, à ce moment-là, les autres joueurs vont commencer à paniquer. Yes. Et ils vont vraiment paniquer. Ils vont vraiment paniquer. Parce que si vous jouez à ça dans On s'entend, tu joues à ça dans le noir, pratiquement. Oui, là, je joue à ça dans le noir, des chandelles. Si vous jouez à ça à minuit en plus, c'est parfait. C'est l'ambiance totale et vous allez vraiment, je vous dis, là, vous allez vraiment peut-être avoir peur à un moment donné. Parce que c'est des jeux de société d'horreur, la thématique d'horreur, on en voit quelques-uns depuis des années. Mais qui représente l'horreur. Ça représente l'horreur, mais on s'entend que le sentiment de peur que vous vivez quand vous jouez à un jeu vidéo d'horreur ou quand vous regardez un film d'horreur, c'est à peu près impossible à obtenir dans un jeu de société parce que vous êtes obligé de connaître toutes les choses de l'avance avant de jouer. Pas ça. Ça se fait découvrir en même temps que... C'est pour ça que tu dis, après 3-4 parties, t'as vu pas mal toutes les cartes. Fait que là, déjà, le sentiment de peur est un peu moins présent parce que tu sais pas qu'est-ce que les cartes sont. C'est ça. On commence à jouer à ça, la première fois, on n'a aucune idée. Là. Exact. Évidemment, c'est vraiment terrorisé. précisé. C'est vraiment précisé dans les règles que vous pouvez pas regarder les choses à l'avance, sinon vous ruinez votre expérience de jeu. Ok, fait que c'est comme un jeu, tu joues 3-4 games, puis c'est ça. Oui, bah, à moins que vous tripiez sur le jeu une fois que vous connaissez toutes les choses. Mais... Là, on voit qu'il y a une extension. Ben, l'extension, effectivement, est assez indispensable parce que ça rajoute encore plus de cartes, alors ça rajoute encore plus de situations. Alors, si possible,
quand vous jouez la première fois, jouez donc avec l'extension. Comme ça, vous allez avoir vraiment l'expérience totale au total. Nombre optimal, Ben, c'est de 4 à 8 joueurs. Moi, je dirais 8 joueurs. C'est vraiment parfait. durée. Ça va durer quand même. Ça dépend, là. Mais moi, j'ai joué une partie qui a duré 2 heures. OK. Mais ça va durer au moins 1 heure. Et ça, si je me trompe pas, là, je regarde, c'est Game Crafter. C'est effectivement le site web Game Crafters que peut-être connaissent. Il y en a qui connaissent. C'est un site spécialisé pour créer du matériel, des prototypes en fait de jeux pour des joueurs qui veulent faire leurs protos. Donc, c'est édité carrément par l'éditeur, le site de Game Crafters. En fait, le nom de l'éditeur, c'est Brain Punch Games. Ouais, mais parce que sur Game Crafter, tu peux vendre des jeux. C'est comme une espèce de, pas de Steam, là, mais de itch.io, itch.io du jeu de société. Fait que tu fais tes protos, c'est du print on demand. Oui. Tu donnes toutes tes pièces, tu veux le commander, il y a un shop, là, tu peux aller acheter plein de jeux, il y en a des milliers. Très peu qui ont réussi à se démarquer sur Game Crafter, ça reste que c'est... Ouais, puis il y en a des quantités. Puis, Oui, il y en a vraiment beaucoup, puis c'est difficile de trouver vraiment, mais il y a quelques jeux, et ça, je trouve ça cool de voir que c'est un jeu justement qui sort d'un réseau un peu alternatif. Bien entendu, on est dans la caverne d'Alibaba, on s'attendait pas à trouver ce qu'on trouve redroué. Yes! On continue, Simon, ben la oui, structure! c'est parfait, donc ça c'est très cool, je suis Ouais. content qu'on ait pu voir ça. Saut Quadro. Saut Quadro. Là, par exemple, celui-là, tu nous l'avais moins décrit, fait que je peux pas vraiment l'introduire. Oui. Alors, vous voyez, il n'y a pas... c'est ça. Le petit banc pour monter plus haut. Saut Quadro. Alors, qu'est-ce que c'est? Ben, d'abord, il faut savoir que c'est fait par une équipe d'Italiens. C'est des auteurs italiens qui ont fait ça, et tenez-vous bien, il y a un des auteurs italiens que les gens connaissent, qui nous regardent, qui s'appelle Simone Luciani, qui a fait ce jeu-là. Oh, oh. Simone Luciani, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est celui qui a participé à la création de Tzolk'in, Les Voyages de Marco Polo, Barrage, donc des gros jeux. Ah ouais, c'est pas n'importe qui, là. C'est pas n'importe qui, c'est comme un des auteurs chouchous de l'heure, je dirais. Mais ça n'a absolument rien des 3 jeux que je viens de vous donner. Ça a l'air de c'est- complètement différent. C'est un jeu, finalement, qui... Alors, pour ceux qui sont en audio seulement, on va juste le décrire parce que c'est une toute petite boîte avec un dessin pratiquement de BD style européen dessus, comme une scène de ville. On a un coin de rue avec plein de choses qui se passent en même temps. Ouais. Un policier qui s'engueule, un petit enfant qui s'échappe, une madame avec son chien. Puis c'est très cartoon, là, BD européenne. Là. C'est un jeu de party, littéralement, et c'est un jeu aussi qui va nécessiter, encore une fois, que l'environnement où vous jouez va dépendre beaucoup de la qualité de votre partie. Parce que ce quadro, c'est littéralement une espèce de rallye en forme de jeu de société dans l'environnement où vous jouez. Oh. Et vous allez avoir un plateau qui a la forme d'un S pour ce quadro, mais l'idée, c'est que le plateau va servir à faire des points, mais vous allez à chaque fois... À chaque tour, il y a une épreuve qui va se faire. L'épreuve va être déterminée par des cartes qui vont être piochées. Et les cartes, ça va être une caractéristique et une lettre. Et la lettre, c'est la première d'un mot. Que tu dois trouver dans la pièce. Que tu dois trouver dans la pièce, mais plus que trouver, il faut que tu ailles la chercher, la chose, et la ramener. Et ici, c'est C, en exemple, avec la carte rigide et chaud. Commence par C. Tout le monde y pense, mais en tout cas, on le dira pas en ondes. Hein? Fait que c'est pas mal ça qui se passe. Et plus vous avancez dans les points, plus ça devient difficile parce que là, il y a des cartes de nouvelles couleurs. Il y a des cartes vertes, jaunes et rouges dans les caractéristiques. Quand vous êtes rendu une carte rouge, c'est parce que vous êtes rendu vraiment dans les pointages de fin pour gagner. Et ça va être les choses les plus difficiles à trouver. Puis c'est un jeu en temps réel. Tout le monde doit jouer en même temps. Donc, on doit courir et tout ça. Ouais, non, c'est cool. Quand même intéressant de voir qu'il y a un peu de style, un peu... Ça, c'est plus... ça pourrait être organisé dans les mariages, mais c'est comme la version de ce jeu-là faite en personne. Oui. Ça peut donner place à des situations. Ensuite, on pense justement au jeu, tu l'avais mentionné, c'est Squad 7. Oui, Squad 7... c'est quand même un jeu qui est relativement connu. Mais en plus, c'est un jeu qui prend ses racines au Québec, si je ne me trompe pas. Hein? Ou en tout cas, en partie. Hein? Ben, c'est-à-dire que l'éditeur de Squad 7, c'est Fox Mime.
Et Foxmine, pour ceux qui ne le savent pas, a une filiale au Québec, à Montréal. Il est loin, hein, ce livre. Mais Squad 7, En plus, c'est une belle édition. oui, tout à fait. Énergie. Oui, effectivement. What? Il y avait TF1 Games aussi qui était à l'époque What? impliqué dans Squad 7. TF1 Games qui était une compagnie, je dirais, associée aux médias français Ouais. et qui voulait s'impliquer dans la création de jeux. J'ai d'ailleurs un autre jeu de TF1 Games ici. Ils en ont fait 2-3, ils en ont pas fait tant que ça, c'est ça? Ou... C'est ça, ils ont essayé de faire des gros succès qui peuvent aller rejoindre le public, comme Squad 7 a été ciblé comme ça, mais il y avait aussi un jeu qui s'appelle Atacube, qui est d'ailleurs là, qui est fait par un autre auteur français qui s'appelle Valérie Fourcade. Et il y avait aussi Squad 7, fait par Roberto Fraga. Roberto Fraga, beaucoup de gens connaissent Roberto Fraga aujourd'hui parce qu'il a vraiment su se démarquer avec les années, avec des jeux qui sont toujours un peu, je dirais, qui sortent des sentiers battus. Son jeu le plus connu des dernières années, je pense, c'est un jeu de sous-marin que vous connaissez pas mal tous, je crois. Capitaine Sonore. Capitaine Sonore, exactement. Qui est une espèce de battleship, mais beaucoup plus élaboré, où deux équipes s'affrontent en même temps dans un sous-marin. Mais Squad 7, c'est aussi un jeu en temps réel de Roberto Fraga. Il y a des guns, là. Il y a un gun, Il y a un gun à fléchette dans ce jeu-là. Il y a un DVD, wow! Il y a en fait un CD. Un Parce CD, qu'il y a wow! une trame sonore dans ce jeu-là qui va littéralement vous dicter qu'est-ce que vous devez faire. À la Space Alert, un peu. Là. À la Space Alert, exactement. Et le gun à fléchette, lui, va servir à viser des cibles. Viser des cibles que vous rencontrez dans une jungle, parce que le thématique du jeu, dans le fond, c'est que vous essayez de vous sauver d'une jungle où il y a toutes sortes de menaces qui vous arrivent, un peu à la Indiana Jones. Et quand vous allez devoir interagir avec le jeu, ça va être exactement comme un Jungle Speed. Il y a une carte qui va être retournée et le joueur qui va retourner la carte va devoir réagir le plus vite possible. Et il va y avoir des sons dans la trame sonore aussi qui vont régulariser le jeu. Vous allez devoir réagir en fonction des sons que vous entendez. Le fusil à fléchette, à l'époque que Squad 7 était sorti, avait fait beaucoup parler parce que c'était une époque où on se rappelait d'un autre jeu français qui avait un fusil à fléchette. Oh! Évidemment qu'il a Super Gang! Super Wow. Gang, en fait, est un jeu qui était créé par le fameux Gérard Mathieu qu'on a appelé. C'était le premier jeu de la compagnie Ludo Délire de Gérard Mathieu. Un autre jeu mythique comme Full Metal Planet, qui vaut quand même une petite fortune si vous le trouvez sur le marché, comme Full Metal Planet, mais un peu moins cher quand même. Mais ce qui était intéressant dans Super Gang, c'est que c'est un jeu assez stratégique où vous devez imposer vos territoires avec des gangsters. Vous faites des gangsters qui font du racket dans un village, et quand il y a des affrontements de gangsters, on les fait à gun à fléchette sur des cibles. Donc, c'est pour ça que Squad 7 faisait parler à l'époque. Et ce jeu-là a gagné l'As d'or? Oui, en 88, mais ça faisait déjà 3 ans que le jeu était sorti sur le marché. OK. Donc, et c'est très bien. Bon, on s'entend, il y a quand même des mécaniques dans ce jeu-là avec des dés qu'on lance, mais c'était très inventif. L'équipe de Ludo Délire, vraiment, c'est un peu comme l'équipe de Future Pastimes. Ils savaient sortir des sentiers battus énormément dans les jeux qu'ils créaient. Donc, Squad 7, effectivement, on parlait de ça, je pense. Je sais pas si c'était pour faire un lien avec diplomatie, Simon, mais... Non, mais là, on est déjà rendu dans l'autre partie. En ok. fait, d'ailleurs, tu sais, ce qui est bon, là, c'est qu'on se promenait tantôt, on disait Pierre, t'as-tu des anecdotes importantes sur des auteurs français, des affaires le fun, des trucs de même? Tu t'es comme, on s'est promené, il nous a donné 2-3 trucs. J'ai parlé de tout ça. Mais Squad 7, oui, ben, je sais. Il fallait que je te réserve des surprises. Mais Squad 7, il faut savoir, a été réédité. Ok, ah ouais, Il est réédité chez Yellow. Chez Yellow, mais pas avec de fusil, là. Oui. Ah ouais? Mais là, c'est un thème de pingouin qu'on a dans la réédition. Puis il y a un fusil. Puis il y a un fusil à Tu fléchette. tires sur des pingouins? Et je sais plus si on tire sur des pingouins. What? Ah, c'est des pingouins qui tirent avec des guns, ok. Ouais, j'espère, parce que sinon, Ben, ça passe pas, là. ouais. Ça passe pas de 2020. Faut y penser, faut Ouais. checker ça. Exact. Ouais, c'est un peu trop blanc, ça. Donc, ben, l'idée, c'était surtout de passer dans... Là, toi, ta collection, elle est atypique, on s'entend. On connaît des... Il y a sûrement beaucoup de gens, pas beaucoup de gens, mais Il y a quand même des gens au Québec qui ont des collections. qui ont des collections importantes, tu sais, avec beaucoup de jeux puis tout ça. Par contre, toi, ta collection, on peut dire, c'est vraiment des raretés, des trucs
qui sont difficiles à trouver, des trucs que peu de gens qui ont entendu parler. Oui. Est-ce que... C'est des trucs aussi originaux. Tu parlais tantôt des jeux pour enfants en introduction. Moi, j'adore les jeux pour enfants. J'ai même pas d'enfants. Mais j'adore les jeux pour enfants parce que c'est souvent dans les jeux pour enfants que les créateurs de jeux se donnent à fond pour faire des choses qu'on n'a jamais vues. Parce qu'il faut vraiment impressionner les enfants. Alors, on trouve des mécaniques dans les jeux pour enfants qu'on ne trouve jamais des fois dans les jeux pour adultes et c'est ça qui est fascinant. Ok, c'est très cool ça. Ben, et là, tu sais, on pense à ça, tu as une collection, tu es aussi reconnu comme Zendor sur plein de plateformes, mais particulièrement au Jab. Oui, oui. Et au Jab, il y a Oh, Jab. ce qu'on appelle la salle de Zendor. La pièce à Zendor, Oui. l'antre de Zendor. Oui. Il y a plusieurs choses qui portaient le nom de Zendor au Jab, mais on va se limiter à ça pour aujourd'hui. C'était une salle dans laquelle chaque année, dans laquelle je parle de ça comme si c'était au passé, c'est fini, il n'y en aura plus d'événements. Ouais. Il n'y en aura plus d'événements, c'est fini. Faites ça chez vous sur votre ordi, c'est fini. Donc, les Jabs... Ça va avoir l'air bizarre par contre si on est en train d'écouter ça dans 5 ans. Là, mais... Oui, non, mais après ça, vous comprenez, là, je veux dire, on parle pas pour les 5 prochaines années. Hein. Ouais. Donc, t'apportes toujours beaucoup de jeux au Jab de ta collection personnelle. T'as ta salle dans laquelle c'est reconnu que t'apportes plein de jeux. T'as toujours une belle sélection. Chaque année, t'en fais rouler, mais il y en a qui reviennent. Mais on s'entend que t'apportes beaucoup ce qui va être communément appelé gentiment les jeux de merde. Oui. Oui. Et là, tu parlais de jeux pour enfants, tu parlais de jeux un peu... Tu sais, je pense pas que les jeux pour enfants, c'est de la merde. Puis je pense pas que le terme jeu de merde est vraiment significatif quand on les emploie dans le terme des jeux qui sont à ta salle. T'sais. Oui, mais ça peut quand même effectivement être ça. Oui, ça peut être des mauvais jeux, parce que c'est des jeux tellement mauvais qu'ils sont bons. Mais au moins, ils sont originaux. Ah, c'est ça. C'est ça la différence. T'as Ouais, pas c'est 1000 jeux de roll and move des années 80. Il y en a des milliers qui sont sortis. Ils sont tous originaux quand même. Oui. C'est ça, exactement. Fait que c'est toujours l'aspect de... On sort des sentiers battus, c'est spécial, c'est des expériences de jeu atypiques. Exactement. Et Squad 7 s'inclut exactement dans cette lignée qui est, mettons, un... Jeu de merde? Ben, pas de jeux de merde, mais les gros jeux, pas les jeux de merde, mais les jeux un peu plus atypiques. Ben écoute, oui, effectivement. D'ailleurs, un jeu pour enfants de merde, littéralement, il y en a un juste en arrière de toi. Oui, ben c'est... Oh non, on est rendu là. Je le vois pas, en fait. C'est normal, parce que tu regardes pas dans la bonne direction. Ici? Non, tu regardes encore dans la mauvaise direction. Il est vraiment en avant de toi, Oui. mais il est juste en bas. Il est ici. Eh boy. Je pense pas qu'on l'aurait trouvé. Je pense pas que c'était lui que je cherchais, en fait. C'est normal, parce que c'était pas dans tes plans. Non, c'était pas lui que je cherchais, Évidemment. effectivement. Non, mais il y en a qui sont pas dans mes plans que je cherche. Donc, The Mist Untuckle. Mit Mist und Tuki. Ça veut dire, C'est en allemand, ça. c'est pas. Oups. en allemand, ça veut dire avec de la ruse et de la merde. Ça passerait pas ici, ça. Et c'est un jeu où on incarne des scarabées brousiers qui doivent faire rouler leurs boules de fumier pour les loger dans des trous. Intéressant. Ouais, mais en même Très temps, original comme thématique. Effectivement, effectivement. Mais moi, je pensais au jeu où t'as un tapis en plastique, puis de la merde en plastique. Ah, ça aussi, effectivement. Puis il faut pas que tu piles dedans. Ça va Oui. être dans les jeux de Ça a merde. été un phénomène, ça, il y a 2 ans. Ça a fait beaucoup parler dans les médias qui parlaient des jeux, à vrai dire. Qui s'appelle... Tu vas-tu réussir à aller chercher ça ou... Ouais, je pense que je vais réussir un peu. Hop. Don't Step on It. Donc, un jeu Oh littéralement boy. où vous prenez les yeux bandés et vous allez avoir un tapis qui va représenter de la pelouse. Et il va y avoir des moules qui vont servir à modeler des crottes, des cacas de chien en pâte à modeler. Et vous allez devoir les poser, ces crottes de chien en pâte à modeler, sur le tapis. Et un joueur, maintenant, ensuite, va devoir faire l'épreuve de marcher sur le tapis sans marcher dans une crotte de chien nu-pied. Alors, c'est très inspiré, comme vous pouvez voir. 4 ans et plus, ça avait été une grosse sensation dans le petit monde ludique américain quand c'est sorti il y a 2 ans, parce qu'évidemment, qui ne veut pas tenter l'expérience?
Effectivement. Ouais. Mais j'ai pas vu autant de vidéos Facebook que les Pie Face ou d'autres jeux un peu. Pie Face, évidemment, que j'ai aussi, mais... Juste en dessous. Juste là. Oui, exactement. Juste Pie là, Face là. que j'avais... Oui, effectivement. Qui a connu un buzz sur les réseaux sociaux, là, ce genre de jeu-là. Qui avait vraiment... Parce qu'avant de sortir, Pie Face, c'était devenu mythique, parce que ce jeu-là date de 1963, et... Quoi? Oui, tout le monde cherchait un Pie Face. Moi, avant d'avoir Ok, Pie c'était Face- comme le Looping Louis. Ah, certainement. Je cherchais Pie Face. Tu cherchais Pie Face original Ah, depuis des certainement, années avant qu'il certainement. ressorte. Oh, Quand ok. j'ai vu la copie de Pie Face qui est là, qui est la copie commerciale que tout le monde connaît, mais moi, je l'ai cherché dans les premiers... Je dirais les premières centaines d'exemplaires de la nouvelle édition qui était sortie. Tu savais que ça allait sortir. Puis... Ben, je l'ai vu sortir, puis tout le monde se l'arrachait. Mais tous les spécialistes ou plein de gens un peu. Les collectionneurs de jeux Ok. qui voulaient un Pie Face aussi, puis ils ont vu ça, ils ont dit bon, on le prend. Mais l'éditeur n'a pas prévu du tout. Parce Parce qu'ils pensaient que c'était un jeu pour enfants, qu'il n'y avait pas de. Ben, exactement. Ah, il n'était pas connecté sur la communauté Ben non. des collectionneurs de jeux de C'est un éditeur société. britannique d'ailleurs, je pense, qui a fait ça, qui a relancé ça, Pie Face. C'est bon ça. Et, Ouais, là, ben, ça se vendait à des excellent. prix de fou. Les premières copies du nouveau Pie Face se vendaient à des prix de fou. Ça pouvait aller chercher 300-400$. Ah ouais. Moi, j'ai Wow. payé mon Pie Face 100$. C'est... Ok, celui-là, là. What? Ouais, ouais. Ok, ok. Puis là, après, les gens pouvaient le trouver. Après Mais, ça, quand... vous pouvez le trouver à 3$. Ouais, mais quand même. Ok. Oh shit, ça donne le goût d'en acheter un. Nice, mais ouais, Pie Face, ça me fait penser aussi à un jeu qui est sorti cette année. C'est un jeu où tu dois flusher tu roules un dé puis tu flushes la toilette un certain nombre de Oui. fois. Puis quand ça tombe sur le hasard, ben là, ça te shoot de l'eau d'en face. T'sais. Oui, moi j'ai une version de luxe de ça qui s'appelle Flush. Ça shoot de la piste, genre. Non, ça shoot de l'eau, mais c'est un jeu où... ben, il est ici, en fait. Mais tu peux-tu mettre de la piste? Si tu veux. T'as l'air intéressé, Simon. Ben, il me semble que ça serait mieux. Oh! Flush, c'est un jeu où vous êtes... Oh, check ça, check vous ça. êtes tous en train de jouer en même temps autour de la J'ai table. joué à ça. Et là, il y a une toilette Je vois qui ça. est là, qui tourne au milieu de la table et qui projette des petites boules de couleur à l'extérieur de la toilette. Et vous avez un bandeau sur la tête avec une perche qui va avoir un aimant au bout de la perche parce que les petites boules projetées, c'est des boules métalliques. Alors, vous devez aller les chercher avec votre... Mais tu dois les attraper dans les airs avec une espèce de baguette molle que tu tiens comme un headband. Oui, c'est ça. Mais il ne s'agit pas de les attraper dans les Mais airs. tu le c'est- sais pas, là. c'est C'est vraiment juste ta de- face. il faut les ta tête, ramasser. là. Ah, ok, les simplement. ramasser à terre, ok. Oui, mais en maniant votre tête. Vous avez Ouais. besoin de les prendre avec votre main. Ouais. Mais vous devez vous dépêcher parce qu'éventuellement, le jeu... Commence à shooter de l'eau, genre. Commence à shooter de l'eau dans votre face pendant que vous ramassez les... Ok. Shit, hey, ça c'est fou ça. Oui. T'as joué souvent? Quelquefois. Ça marche bien. Dans les Ça parties. marche toujours très bien. Ah, c'est clair, là. Ça doit très bien marcher. Juste avoir le truc accroché à la tête, ça marche, là. Les gens, ils veulent l'essayer. Et ben, c'est ça, là. On a parlé justement de jeux de merde un peu qui peuvent créer quelque chose d'intéressant. Ça nous amène vraiment, tous ces jeux-là, on voit qu'ils ont quelque chose en commun. Ils ont souvent un aspect de dextérité, qui est une mécanique souvent qui va plus être associée aux enfants dans les jeux de société, mais il y a quand même certains jeux, puis il y en a quelques-uns qui ont passé l'épreuve du temps. On pense bien entendu à Twister, Yogang, bien entendu, et plus... non, ben, en tout cas... sinon... j'ai oublié c'était quoi l'autre, en fait. Un jeu plus récent Dungeon... pas Dungeon Twister. Dungeon Fighter. Dungeon Fighter, exactement, un jeu où tu lançais des dés, tout ça. Mais aussi, il y a plein de jeux de pichenottes qui commencent à être de plus en plus populaires. J'ai vu, Pierre, que tu avais beaucoup, et tu nous as montré beaucoup de jeux de dextérité, en Oui. fait. On va même y aller directement avec des jeux plus de pichenottes. Tu nous parlais de Carabande. Oui. Qui était comme une espèce d'emblème dans les jeux de pichenottes. Oui, ben, parce que, en fait, c'est un emblème parce que ça existe toujours. Il y a des joueurs qui connaissent ça, mais qui ne connaissent pas ça sous le nom de Carabande. Parce que Carabande, c'est la toute première édition du jeu. Le nom qui est maintenant associé à ce jeu-là, c'est Pitch Car. Et Pitch Car, ben, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est littéralement un jeu de course de Formule 1 sous forme de pichenotte. C'est le croisement entre le jeu de pichenotte que tout le monde connaît au Québec, probablement. Mais c'était déjà un jeu de course automobile à ce moment-là. Là. Oui, Carabande, c'est littéralement Pitch Car. C'est vraiment... C'est la version allemande C'est ou... la version allemande. Ok, c'est ça. Je dirais que le matériel dans Carabande est beaucoup plus solide, beaucoup plus parce que Ok. les Allemands ont la réputation d'avoir beaucoup plus de talent pour
pas être dans les choses manuelles et mécaniques. Ça se voit tout de suite dans Carabande. Fait que c'est de bonne qualité là, quand t'assembles la pièce. Ouais, la qualité du bois est supérieure, la qualité du plastique aussi. Ils ont fait seulement une extension, comparativement à Pushcart. Action set. Action 7 qui, à une certaine époque, valait une fortune. Parce que Carabande a eu tôt fait de devenir un jeu culte lorsqu'il est sorti en 95 déjà. Et, Nominé pour le Spiel ou il l'a gagné en 96? en fait, il a gagné le jeu le plus beau. Parce qu'il Ah oui, avant, c'est il y avait vrai. ça. Hein. il y a eu des éditions du Spiel dans le passé où il y avait un prix spécial remis au plus beau jeu. Et Carabande a gagné le prix le plus beau. Ça n'a pas duré très longtemps, ça. Non, quelques je années, dirais là. que il y a des années où ça se faisait, d'autres années ça Ouais, se c'est faisait ça. pas. Hein. Donc, C'est un peu inconstant. C'est pas comme maintenant, là, le Non, Spiel qui... c'est ça, effectivement. C'est un peu comme si on se disait, ah oui, ce jeu-là, il nous impressionne tellement visuellement, on va faire On un va, prix y... spécial. ouais, on va y trouver un prix, une raison de le nommer. C'est ça. Ok. Donc, mais on s'entend que Pitch Cars, c'est la version... La même chose, mais juste la version américaine ou Ouais, européenne. exactement. Là, dans le fond, Ouais, c'est ouais, pas ouais. un autre jeu. Ils n'ont pas repensé Non, le game non. design. C'est la même chose. Tout avec du moins bon matériel, par contre. Un petit peu, ouais. Et là, ben là, on parle de jeux de Pichinotte, bien entendu. Juste en dessous, on a Paleo and 10 Pitch Game. Oui. Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait une petite planche de surf. Oui, là, je le sortirai pas parce qu'il est vraiment en dessous d'une pile de jeux. Pas Mais... des jeux massifs. Ouais, mais on parlait justement de plein de petits jeux bizarres. On a Ouais. Piranha, Coconut, Crash Dragon, Soband, Oui, Coconut Duo. ce sont tous des jeux qui vont vraiment, je dirais, être irrésistibles sur une table, comme vous allez les voir, parce que ils ont tous ce je ne sais quoi qui vous dit il faut que j'essaye ça. En plus, Coconut, oui. ça dit que ça qu'on lance des coconuts, mais... Le Coconut, en fait, c'est un jeu avec des singes qui lancent des coconuts dans des verres, mais c'est des coconuts à l'envers. C'est un jeu qui a été assez populaire, toujours populaire, je crois, dans les pubs Randolph, ça. Parce que, bon, moi j'ai la version coréenne, mais le jeu a quand même capté l'attention assez vite pour qu'on le sorte en version américaine. Mais on va se le dire, là, c'est pas des coconuts, là. C'est des petits cacas qu'on se lance. Ouais, C'est vrai? Oui! c'est-à-dire que c'est des petites boules noires en caoutchouc. Brune, Brune. en caoutchouc, Fait que oui. là, à cause de ça, Oui. ça fait en sorte qu'effectivement, ça a l'air une gang de caca. C'est ça le plus gros buzz du jeu. Euh, Ok, alors, Paléo 10 pitch game. Ouais, Paléo, dans le fond, c'est un jeu de pichenotte, mais c'est un jeu de pichenotte avec une thématique de colonisation où vous devez faire des pichenottes sur des disques pour les envoyer dans certains buts sur un plateau. Le plateau va être dessiné, il va y avoir ça va être une espèce d'étendue maritime et vos pichenottes représentent des bateaux de colonisateurs, mais vous pouvez aussi attaquer l'autre joueur, comme faire une espèce de piraterie qui va faire en sorte que vous allez capturer ces rondelles, les mettre dans une prison. Lui, il va falloir qu'il aille chercher, délivrer ces rondelles dans la prison pour essayer de... Ok. Puis, Quoi, mais... N10 Pitch Ouais, Game? c'est ça. Parce qu'il y a c'est 10 ça, ma- variantes du jeu. Ok. C'est un concept... Il y en a-tu 11 ou il y en a 10? Ah, il y a 10 variantes. il y a 11 jeux en tout. Ok. Ok. Ben, c'est pas mal toute la même affaire, c'est ça? Oui, tout à fait. Ok. C'est un petit éditeur très très privé qui a fait ça, Squill Games, un auteur en fait qui est en arrière de ça, dont je me souviens plus du nom. Mais il me semble... Ah, je me souviens plus du nom de ce auteur-là en fait. Et des jeux de pichenottes et tout ça, bon, il y en a quand même plusieurs. Il y en a plusieurs qui sont sortis dans les dernières années aussi. Mais t'en as un plus récent, c'est celui-là. Ah oui. Tabletop Golf Mars Oh, il est Open. beau! Ah, fait que là, on est Ouais, dans il est beau. le plus récent. Tu peux nous dire qu'est-ce qui fait que, mettons, ce jeu-là se retrouve tu sais, dans ta collection? Oui. C'est parce qu'il est assez unique. Out of this world Dexterity Game! C'est un jeu qui est très intéressant premièrement parce que il prend votre table et il la transforme en terrain de mini-golf. Oh, ok. Après ça, ce qui va se passer, c'est que vous faites une pichenotte, mais pas sur une balle de golf. Vous allez la faire sur une espèce de bidule en carton plié, comme une espèce d'étoile à 4 pointes. Ok. Il va y avoir 2 points qui vont pointer vers le bas, puis 2 points qui vont pointer vers le haut. Puis ça va faire une espèce
de bidule qui va... Quand vous allez faire une pichenote dessus, ça va... Comme un genre d'avion en papier, Ouais. origamique, là, genre. Exactement. Ouais, ok. Exactement. Ça va chercher effectivement les principes d'origami. Puis quand vous allez faire une pichenote là-dessus, ça va être léger, mais ça va revirevolter un peu n'importe comment. Mais ça vole, c'est pas une pichinotte au sol, là, c'est comme un coup de golf, là, genre, ça ça. monte dans les airs, puis ça réatterrit, mais ça. Voilà. Ça a l'air chaotique, ça a l'air n'importe quoi, mais il y a une technique que vous pouvez développer dans le jeu, d'ailleurs, il l'explique dans les règles, qui fait en sorte que vous pouvez maîtriser la façon C'est un bon contrôle, là. de contrôler Un vrai jeu de dextérité, là. un vrai jeu dextérité, puis c'est vraiment comme le mini-golf, c'est-à-dire que vous devez faire un trou d'un coup, c'est-à-dire que vous devez atteindre l'objectif qui est fixé dans le scénario que vous faites d'un coup avec votre pichenote. Puis là, ben, ça fait 1 point. Si vous le faites en 2 coups, ça fait 2 points. Puis là, ben, c'est comme le golf. Et puis il y a différents parcours comme ça. Ça a l'air hot, ça. Il y a des parts aussi, là, puis tout. Oui, oui, tout à fait. Tu vois, j'aime ça, les jeux de dextérité, justement, qui utilisent l'air, si on veut, là, dans le sens que ce soit pas juste sur la table. Puis il y en a pas beaucoup. L'autre que j'avais en tête, c'était le jeu de pingouin de Pichina, Ice Cold. Ice Cube. Ice Cool. Ice Cool. Ice Cool, ouais. qui a un petit peu cet effet-là, là, où tu essaies de jumper un peu, là. Mais il y en a pas beaucoup, hein, des jeux de dextérité qui utilisent ça, en tout cas. Non, non, c'est vrai que c'est pas... Ben, un de ceux qui me vient, c'est Flip Ship. Flip Ouais. Ship, qui est un jeu de flip. Oui, plus de pichenote, plus de Fait pichenote. que tu Ok. flippes, puis là ça revole, genre tu flippes ou tu flippes, non tu flippes, je pense que tu flippes de même, là, mais t'as comme une espèce de plateforme, puis tu shoots ton truc. Comme ça fait plus penser au basket. Ouais. Ça fait plus penser au basket que... Mais effectivement, c'est un bon point. Sur les jeux de dextérité, là, ouais, on va rappeler ça bientôt. On va peut-être juste conclure en rafale. On avait un jeu que JF a particulièrement apprécié, son Ah ouais? visuel, ouais. C'est le jeu... Oh shit, c'est lourd. Dart Wars. Dart Wars. Oui, Dart Wars est un jeu qui est sorti un peu avant Paléo, justement, parce que c'est aussi fait par Squall Games. Donc c'est le même... C'est la même compagnie? c'est Le la même compagnie, auteur? C'est le même auteur. Oh! Euh, Pascal Raymond. Pascal Raymond. C'est un français? C'est un français. Et... Ah ouais, fait que les jeux français, t'en avais pas tant dans ta collection, puis il y avait pas grand chose à dire là-dessus. Hein? Fait que à l'épisode 2, on va parler des jeux français. Ce jeu-là s'était rendu au concours de Boulogne-Billancourt, le concours de prototype le plus connu de l'Europe, qui a fait gagner quand même des jeux assez prometteurs. Mais celui-là, je pense qu'il n'avait pas gagné. Mais il était rendu, Dart Wars! mais il était rendu dans les finalistes. Et qu'est-ce que c'est Dart Wars? Ben, c'est ni plus ni moins que le croisement entre un jeu de dard et risque. Donc, What? quand vous faites une partie de Dart Wars, vous faites une partie de jeu de dards, mais en même temps, vous essayez de conquérir le monde. Et vous devez lancer des dards sur les États, sur une carte géographique, pour essayer de les posséder. Si La quelqu'un... conquête du monde à portée de flèche. Voilà. Et il y a d'autres règles, évidemment, mais c'est vraiment assez unique comme jeu. J'ai pas rien vu après la sortie de ce jeu-là qui a imité ça, et ça fait déjà 15 ans que c'est sorti. Puis mais juste savoir, les dards, c'est magnétique, ça, ou Oui, comment? ils sont magnétiques. Ils sont magnétiques, effectivement. hein, ok. C'est un genre de poster que tu déroules, genre, Ouais. puis t'accroches au mur. Très cool. Nice. Il y avait deux jeux de dextérité là, pour conclure un peu cet épisode-là sur la première visite dans la caverne. Deux jeux que tu nous as parlé quand on a fait la première visite, c'était Skylanes. Skylanes. C'est ça? Oui, La boîte est rouge, il y a des pièces brevetées. oui, tout à fait. J'ai Je sais pas pièces si on va pouvoir brevetées. Je sais pas si on va pouvoir le sortir. Qu'est-ce que ça veut là, dire, par exemple, ça? Parce qu'il est en dessous de plein de choses, mais... Skylanes est un jeu qui a intrigué beaucoup Simon, parce que tout ce que j'ai dit, c'est que c'est un jeu unique. Et là, Simon, finalement, évidemment, Je voulait pensais qu'il voir disait ça à comment tous les jeux, mais bon. non, mais là, il avait l'air de le dire plus, on dirait. Je sais pas pourquoi. Oui, c'est un jeu tellement unique qu'il y a eu un appareil dans ce jeu-là qui a été breveté pour ne pas que le jeu se fasse copier, parce que les créateurs pensaient avoir un filon d'or. Mais je dis, je suis pas sûr qu'on va pouvoir le sortir, là. Ah, je pense que ça peut se faire. Il va falloir simplement Forge and Steel. Ah oui, ça, c'est enlever pour des l'épisode Yes. 3, là.
Malarkey, Malarkey. Hey, là, il y a plein de jeux qu'on découvre comme ça. Cyrano. Cyrano, on va le voir tantôt aussi. Au Saturn, on va le voir juste après. Laissez-le pas trop loin. Saturn, c'est le prochain jeu qu'on regarde. Ido, on le regardera pas malheureusement, mais ça a l'air très cool. Terrasse, ça c'est un chef-d'œuvre des jeux de stratégie abstraite. Motocross, les émotions d'une vraie course, on n'avait pas vu ça. Non, C'est clair! Oh, Tu savais que Simon allait capoter? Il était où ce jeu-là? Pourquoi t'en as pas parlé? T'as caché ça tout le temps? Les jeux de sport, on en a pas, hein? Les jeux de sport, les Oh jeux de my course, God. hey, ça, je veux dire, on pourrait Il faire va un falloir truc. faire une section. pour Motocross, ça. c'est un. Voulez-vous que je parle de motocross? Il y a combien de temps là? On est dans les temps? On est dans les temps. On est dans les temps. Ok, une petite parenthèse sur motocross, les émotions d'une vraie course. C'est un jeu français? C'est un jeu français. Pierre! C'est un héritage, à vrai dire. C'est mon frère de 10 ans, mon aîné, qui m'a donné ça. Mon frère à qui je dois ma passion pour les jeux de société. Parce que lui, il avait lui-même une collection de 10 à 15, 20 jeux de société dans son armoire. Et c'était littéralement la chose que j'allais zioter le plus quand j'avais 3-4 ans. Mon frère m'a appris les échecs à 3 ans, les dames chinoises à 2 ans, puis bref, j'ai baigné dans les jeux de société quand j'étais jeune. D'ailleurs, vous avez vu Charlotte's Web tantôt, c'est mon premier jeu à 4 ans que j'ai reçu. On va en parler plus On tard. l'a-tu vu, ça? Non, On l'a l'a-tu pas vu, On ça? l'a vu nous, là, mais vous l'avez pas vu. Ok, là. ok, ok. On va revenir. Et c'est vrai ça. Très vrai. Motocross, donc, c'est un jeu qui m'avait fasciné. Qui m'avait fasciné quand je le voyais parce que j'avais exactement la même réaction que vous quand vous Quand tu vois quelqu'un sur une motocross, t'es C'est comme ça. ça a l'air cool! Puis j'avais quoi, 6 ans, 7 ans, mon frère avait reçu son cadeau, puis c'est tellement cool parce que bon, t'as des, Oh, des petites motos. t'as des petites motos ici. Ah, les baudets en bois. les baudets en bois. petites motos, wow. La map est magnifique. Il y a des bidons d'essence. Motocross, dans le fond, c'est un jeu qui fait l'apprentissage. Ça vous donne, c'est éducatif parce que c'est Nathan. Nathan avait toujours une vocation éducative dans ses jeux. Et c'est un jeu qui. C'est un jeu éducatif. C'est un jeu éducatif. Ça vous apprend carrément les principes du motocross, la mécanique de moto. Mais voyons donc. Oh oui. Il y a des cartes là-dedans qui vous posent des questions littéralement. Vous avez un problème d'engin par rapport à telle situation. Qu'est-ce qui serait supposé arriver à votre moto présentement? Mais en principe, là, la base du jeu, là, c'est une course et c'est vraiment, je dirais, ça serait pas exagéré de dire que c'est l'ancêtre de Formule D. Parce qu'il y a beaucoup de choses là-dedans qui font penser à Formule D, dans la façon que c'est géré. Mais cela dit, Formule D est, je dirais, plus palpitant, mais ça a quand même son charme. Motocross. Oups, attends. Côté ici. Il est pas bien rangé à la boîte, tout est ventré. Oh, et là, on voit Skylane juste en dessous. Ah finalement, oui, là, je m'en rappelle, ben j'ai oui, vu un jeu ça. qu'on tourne. Oui, tu l'avais amené au job. C'est mécanique ou c'est. C'est mécanique. Skyline est un jeu qui imite littéralement. Ouais, excusez, c'est une map sur comme un rouleau, là. Fait que dans le fond, t'as 2 rouleaux de chaque côté. Pour la vidéo, vous pouvez le voir, mais c'est vraiment, tu défiles à gauche, tu défiles à droite et ça fait bouger le rouleau. Le rouleau, c'est une map qui est imprimée. Oui. Donc, ça fait bouger des pièces aussi qui peuvent être dessus, des choses comme ça. C'est un plateau en fait qui se transforme en dessous des pions. Le rouleau, les rouleaux qui Ok, vont- les pièces ne roulent pas avec le rouleau. Les pièces ne roulent pas avec le Ok, rouleau. c'est Les pièces vraiment sont sur ils une sont- vitre. Oui, ils sont sur un acétate. Ah, Et le ok. rouleau qui fait défiler la map en dessous va faire en sorte que les pièces Fait qu'ils bougent, dans le fond. vont comme faire bouger, Hmm. vont se déplacer en même temps. Mais ça, c'est hybride, là. Oui, c'est en fait l'ancêtre, je dirais, lointain des jeux hybrides qui utilisent des applications avec les jeux de plateau, comme Island of Yoho, par exemple, que peut-être que certains Ouais. connaissent. Ça serait probablement son ancêtre. The game that moves Qui, as you play. Et qui est sorti en 56 par Oh, Parker ouais. Brothers. Oui, En 56. en 56. Wow. Qui a été refait plus tard sous le nom de Wide World, que mon frère avait, mais on s'en est débarrassé. Mais moi, j'ai joué souvent à Wide World quand j'étais enfant, et quand j'ai vu ce jeu-là, j'ai découvert que c'était son ancêtre. Mais Wide World n'avait pas ce bidule-là qui a été breveté. Il y avait plutôt un plateau classique avec un acétate qui se déplaçait, qui représentait une tempête, qui bougeait les avions qu'on prenait pour se déplacer à travers le monde. Parce que Wide World, c'est un jeu de pick-up and deliver, en fait. Ah, nice. Wow. Très cool. Ouh, Très cool. wow. Donc, Skylanes. Et ben, on va remettre ça à sa place, bien entendu.
On va terminer avec le dernier jeu qui était juste derrière ici. Ça, vous voyez qu'on n'était pas tout prêt pour les jeux. Pierre, je vais te laisser présenter ça, je vais ranger en attendant. Saturne? Saturne, Ouais. qui m'a été présenté comme un jeu de dextérité magnifique. Ouais, Saturn, c'est souvent c'est un des jeux que j'ai qui retient le plus attention quand il est sur une table. Il faut le voir littéralement pour savoir ce que c'est, mais bon, ceux qui ne le voient pas vont quand même. C'est un jeu de galaxie? Oui, ceux qui Oh voient là pas, là. ceux qui n'ont pas le visuel vont quand même pouvoir s'imaginer qu'on parle de la planète Saturne ici. Donc, c'est un jeu littéralement qui a la forme d'une planète avec des anneaux autour de la planète. Et on fait ça à terre, c'est ghetto, hein. On va se prendre une table pour le prochain épisode, ok? Et puis, donc, c'est un jeu, dans le fond, qui va littéralement essayer de reproduire la planète Saturne. Et elle va avoir des anneaux qui vont permettre de jouer avec la gravité. Parce que si on parle de planète, on va parler de gravité aussi. Et ça va faire en sorte que vous allez devoir faire tenir en équilibre les lunes de Saturne. Sur les anneaux de Là, on Saturne. place comme 3 anneaux en équilibre Ouais. alentour d'une genre de demi-boule. C'est ça. Et tout ça, c'est déjà en équilibre, là. Donc il faut essayer de pas les faire tomber ou... Il faut, en fait, à chaque fois que vous placez une boule, ça va faire pivoter un anneau selon la gravité. Et il va falloir toujours essayer que votre boule ne fasse pas toucher l'anneau Au sol. au sol. Parce que sinon, vous l'enlevez. Mais quand vous placez une boule et qu'elle n'a pas touché le sol, elle vaut des points. En fait, elle vaut... Le nombre de points qu'elle vaut va être multiplié par 3 si c'est l'anneau extérieur, multiplié par 2 si c'est l'anneau du milieu, puis multiplié par 1 si c'est l'anneau qui est directement autour de la planète. Et chaque boule que vous allez placer va avoir des grosseurs différentes. Il y en a des grosses, des moyennes et des petites. Alors la grosse va avoir 3 points, la moyenne 2, puis la petite 1. Nice. Non, mais c'est vraiment... c'est vrai que c'est beau. C'est assez original. J'en ai vu beaucoup, là, des jeux de dextérité qui essayaient de... Bon, c'est ça, des nouveaux concepts et tout, mais ça, c'est vraiment beau. Vraiment beau. Bravo, c'est toi qui l'as fait? Non, pas du tout. Ça, c'est un auteur allemand. En fait, c'est un auteur allemand que je me souviens plus du nom, mais l'éditeur allemand, par contre. Non, on fait beaucoup de jeux fuckés, l'éditeur, ça se peut. Ouais, l'éditeur, c'est Theta Games, à vrai dire. Ça a l'air des trucs assez funky. Je vois des grosses mains, des têtes vides, plein d'affaires bizarres. C'est Tête vide. Michael Soré, en fait, on a les caricatures des auteurs dans la librairie. Mais c'est des auteurs, en fait, qui ont fait une multitude de jeux dans ce genre-là. Et ce sont tous des jeux très en bois, mais très développés visuellement. Wow. Dextérité. Ils ont fait un jeu qui s'appelle Pocher aussi, d'ailleurs. Pocher! Alors, ça sera le dernier jeu qu'on aura le temps de regarder aujourd'hui. Pocher, qui est un... Il est pas loin, là. Il est pas loin. Il est Non, juste il est là, juste je là. pense. C'est pour ça qu'on va se permettre de le regarder. C'est sûr qu'il va falloir enlever encore une fois Encore. quelques boîtes pour aller le chercher. Pocher, un jeu à 3 joueurs. Ouais, l'autre jeu de Michael Shore, en fait, qui a eu un gros succès dans sa collection de Theta, c'est Pocher, mais ça, c'est l'édition Perry que j'ai ici. Mais l'édition Theta est plus artisanale, je dirais. Ok. Et Pocher, donc, c'est un jeu de dextérité hyper unique, parce que ce que vous faites dans ce jeu-là, c'est que vous placez aussi des billes, mais vous devez les placer toujours à la verticale, et ils vont ensuite rouler sur un plateau qui est bosselé un peu. Et... Vous voyez tous les trous, là, ben, c'est des petites formes légèrement bosselées qui peuvent accueillir une bille qui roule pas trop vite. C'est ça. Et si votre bille que vous avez placée, qui est de votre couleur, donc une bille rouge, va, une fois que vous allez la placer, elle se met à rouler puis elle s'en va se loger sur une case rouge, ben elle retourne à votre réserve.
vous voulez toujours que vos billes de votre couleur ne soient pas sur les couleurs du plateau. OK. Les mêmes couleurs. Ouais. Et là, ce qui est intéressant, c'est que les billes peuvent être placées et ça peut former un triangle, la façon que les cases sont divisées sur le plateau. Quand il y a un triangle de billes, ben c'est là qu'il faut faire pusher. Pusher! C'est que le prochain joueur qui va jouer est obligé de placer sa bille au milieu du triangle pour défaire les billes du triangle. Ça fait une espèce de chaos de roulement de billes et c'est là qu'on voit que les billes peuvent retourner dans la réserve des autres joueurs. Pusher! Alors, c'est une première incursion dans la caverne d'Ali Baba, hein, bien entendu. J'espère que vous avez apprécié le premier épisode. Je dépose ça ici parce que mais ça, c'est à la table, là. Donc, ben c'est ça, hein, très cool, le Jeff. Oui. C'est nice, hein? Ben oui, exact. Tu Ça, sais, je veux dire, on va faire 3 épisodes ici, mais on pourrait en faire 10. On aurait pu faire facilement une saison On aurait pu ici. faire la Pierre saison. qui était inquiet qu'on avait de la misère à meubler un épisode. Là, de toute façon, on s'en tient à des épisodes assez courts, 45 minutes maximum. Et ben c'est ça. Pierre, félicitations. Bienvenue aussi officiellement dans le groupe là, de Balado Ludique. Justement, c'est le premier épisode où t'es là, ben t'étais là depuis le début, hein, ça, on le sait. Toujours Là. C'est ça, t'étais là depuis le début, on le sait, là, mais quand même, c'est cool que tu nous invites dans ton petit musée, justement, pour nous présenter ça. Je vous ai pas invité, c'est vous autres qui vous êtes imposés. Oui, effectivement, ça c'est très vrai, mais en tout cas, oui. Donc, super, merci beaucoup tout le monde. Bien entendu, les messages habituels, suivez-nous sur Facebook, donnez-nous un petit like, commentez si vous Absolument. aimez ça. On a aussi un Patreon. On essaie de pas trop faire de promo, là, mais si vous voulez nous encourager, vous pouvez le faire via Patreon, 2$ par mois. Il y a de plus en plus de gens qui le font. Et, ben, C'est vraiment apprécié. Très Ben apprécié. oui, ça nous c'est- aide justement à vouloir pousser notre médium et essayer des nouvelles choses. Oh, ouais, parce que là, ici, on est dans un environnement de brousse et on expérimente beaucoup de choses. Donc ça nous donne la motivation de le faire. Alors tout le monde, on se retrouve dans quelques minutes. Ouais. On dit ça, peut-être que vous allez le regarder plus tard. Si vous le regardez plus tard, c'est vrai que c'est dans quelques minutes parce que l'épisode, il va être déjà disponible. Mais nous, on se lance sur un deuxième épisode là. Ouais, on C'est va avoir tout. une table là, cette fois-ci. On va avoir une table peut-être pour le prochain épisode. Peut-être qu'on va changer de vêtements. Mais si on change pas de vêtements, pensez pas qu'on change jamais de vêtements, qu'on a fait tous les épisodes d'une shot. Donc, tout le monde, on vous souhaite une très bonne semaine et on se revoit la semaine prochaine. Ciao!